enter Canada. So just for your ease, Mr. Speaker, I do want to frame the motion. I want to clarify a few of the terms so that everyone's on the same page. Let's start by looking at anyone. What does anyone mean? So we're looking at any foreigners and non-permanent residents of Canada who are on non-essential travel unless a medical doctor gives you an exemption for health reasons. And to be clear, when we're talking about essential travel, we're looking at it as defined under the Quarantine Act's emergency borders. So then when we talk about vaccination, we do want to be clear, this is a complete vaccination. So we know in certain cases there are more than one dose is necessary. So we want a complete vaccination. When we're talking about proof, we're talking about a coronavirus immunization record with a medical practitioner's signature and a picture corresponding to the picture on the person's passport. So that is what we mean by proof. And when we're looking at a timeline, we're looking to implement this in August of 2021. So that's just for our framing, Mr. Speaker. And now I'm going to move right into our arguments right away. I'm going to give you 3 arguments today. First, I'm going to give you a political moral argument. Then afterwards, I will detail a social argument. And finally, a third argument, which is of an economic nature. So first of all, Mr. Speaker, politically and morally, Canada needs to support the proven science. And that's our first argument. So what we've seen here is with vaccines, we've seen the eradication of smallpox and polio, just as examples, thanks to those vaccines. And in these coronavirus vaccines, we see the mRNA method used, where the person doesn't even get the actual virus injected in them, rather only the protein spikes around the cell. And that's according to the CDC. So why is this important, Mr. Speaker? So what we see is that there are so many instances of disinformation winning in this day and time. We as a government need to take a stand and support these vaccines. Why? This will demonstrate our absolute trust in these vaccines, and we as Canadians need to be proud to stand on the side of science. So what is this going to do, Mr. Speaker? What this will do is it'll show that a strong, developed country like Canada taking this stand will give rise to other countries that may possibly be more reluctant and show them that the vaccine is the best way to end the pandemic. We can be this global leader. And if governments around the world support these vaccines, this will heighten the support among the citizens. So that's really important, Mr. Speaker. This brings me into our second argument, which is of a social nature. So really what's important here is we want to safeguard national health, Mr. Speaker, because what we see is that, of course, in order for a virus to enter a population, first, someone that is not endemic to this population needs to bring it in. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. It's really hard to stop it. So what we want to do, Mr. Speaker, is be proactive. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. Because our national health directly will be benefited because, of course, the coronavirus is a deadly virus, so we're going to save Canadians in that way. But secondly, indirectly, we also see that pressure on our hospital system, on our health system, because of the amount of space that the coronavirus patients take within hospitals and emergencies. This leads to lack of space for other patients, other Canadians. For example, if they're suffering heart attacks and strokes. And what we've seen according to the CDC is that many of Canada's largest hospitals were over 100% capacity every day in the first 2 quarters of 2019. So the reality, Mr. Speaker, is we cannot burden our national health system even more. We need to help it and be proactive rather than reactive. And in that same vein, Mr. Speaker, I'm going to bring you into our third argument, which is an economic nature, which is that there are negative ramifications of this pandemic all around. So we can look at main players, we can look at Canadians as businesses, and we can look at businesses, Canadian businesses, and we can also look at the Canadian government. So really from all of these players, we see that this is just a negative situation all around. Because if you are sick, then there is danger for your income. If you're able to get some type of supplemental income, it might come from the government, and then that's bad on the government end, and that also keeps on snowballing. And with the implementation of a lockdown, again, is reactive rather than proactive, we see that this is going to affect our economy even more disastrously, and that includes the business. So for
preuves de vaccination contre le coronavirus pour entrer au Canada. Aujourd'hui, Monsieur le Président, le gouvernement défend une cause noble, mais son application de sa mesure est tout simplement nulle. Pourquoi? Tout le monde est pour la tarte aux pommes, Monsieur le Président. Tout le monde est pour la fin de la pandémie. Il n'y a personne ici qui va être contre le retour à la normale. Mais par contre, aujourd'hui, ce qu'on débat, c'est l'application d'une exigence de vaccination et ça, nous sommes en désaccord pour 3 arguments très forts que je vais vous présenter. Le premier, Monsieur le Président, c'est nécessairement le plus fort. C'est l'inefficacité de la mesure que le gouvernement nous propose. Ensuite, notre second argument, c'est l'infaisabilité de son application. Et finalement, notre troisième argument, c'est que c'est anticonstitutionnel. Tout d'abord, pourquoi est-ce que cette mesure est inefficace? Pourquoi est-ce qu'on a tout ce trouble aujourd'hui de mettre en place ce programme, cette preuve de vaccination? Qu'est-ce que le gouvernement pense qui va arriver? Il pense que la pandémie va arrêter à cause de ça. Mais Monsieur le Président, les chiffres et la science ont clairement démontré que ce n'est pas le cas. Au Canada, c'est 98 des cas du coronavirus qui sont liés à la transmission communautaire. C'est donc 2 seulement qui arrivent de l'étranger. Mais pire, une étude démontre que se faire vacciner, ça n'empêche pas la transmission, mais ça empêche le développement des symptômes. C'est donc dire qu'un voyageur, même avec le vaccin, pourra amener le coronavirus, pourra amener la pandémie ici au Canada. Ça, Monsieur le Président, ça démontre clairement que ça ne fonctionne pas et ça a été démontré par M. Benoît Masse, un professeur à l'Institut de santé publique de l'Université de Montréal. C'est donc dire aujourd'hui, Monsieur le Président, qu'on aura beau demander une preuve de vaccination, est-ce que ça va arrêter la pandémie? Malheureusement, non. Notre deuxième argument, c'est l'infaisabilité, puisque clairement, le gouvernement ne sera jamais capable de mettre en place et d'appliquer la mesure. Pourquoi? Il n'existe aucun système international avec des normes communes pour démontrer une preuve de vaccination. D'ailleurs, le gouvernement en est conscient, Monsieur le Président. Tout ce qu'il demande, c'est un papier avec une photo et une signature d'un médecin. Lorsque quelqu'un arrivera à Madagascar, comment est-ce que les contrôleurs frontaliers seront capables de contrôler et de vérifier si cette personne est bel et bien un médecin? Si ça continue, Monsieur le Président, n'importe qui pourra imprimer sa propre preuve de vaccination. Donc, ça va être hors de contrôle. Cette mesure pour les agents frontaliers aux aéroports canadiens, et ce sera impossible à appliquer. Ils ne seront pas capables de déterminer ce qui est du vrai et ce qui est du faux. D'ailleurs, on peut, moyennant une cinquantaine de dollars, trouver un faux test négatif contre la COVID. Imaginez comment ce sera simple de trouver cette fameuse preuve de vaccination. Dû à l'hétérogénéité des systèmes de santé et de vaccination dans le monde, c'est impossible de croire que le gouvernement au Canada sera capable de faire le tri et de dire à ses agents frontaliers quelles sont les exigences pour chacun des pays. C'est donc dire, Monsieur le Président, il ne sera pas capable de mettre en place sa propre mesure. Et finalement, pourquoi c'est anticonstitutionnel? Puisqu'aujourd'hui, on est en train de dicter à la population c'est quoi sa liberté de choix. Ses choix qui peuvent être de quel type de soins de santé qu'ils ont envie de recevoir ou son droit au culte, par exemple. Certaines religions prescrivent de recevoir un vaccin. Qu'est-ce que le gouvernement fera avec ces gens-là, Monsieur le Président? Qu'est-ce que le gouvernement fera avec les gens qui ne peuvent pas se faire vacciner dû à des allergies? Ça a été démontré d'ailleurs qu'une personne sur 100 000 peut avoir des effets très néfastes dû à une réaction allergique au vaccin. Ces gens, en ce moment, ne sont pas vaccinés. Comment pourront-ils faire pour venir au Canada? Puisque le gouvernement semble penser, Monsieur le Président, là, que tout le monde ici, tout le monde à travers le monde va se faire vacciner et va pouvoir venir ici. Monsieur le Président, l'Association canadienne des libertés civiles au Canada a clairement dit et s'est opposé catégoriquement à la mise en place d'une preuve de vaccination pour n'importe quelle activité en jugeant que c'est anticonstitutionnel. C'est de la discrimination et c'est une attaque aux droits et libertés à travers le monde et ça, c'est à l'encontre des valeurs canadiennes. Et laissez-moi, Monsieur le Président, réfuter maintenant le troisième argument que nous a amené le gouvernement. On nous a parlé d'un développement économique. Eh bien, laissez-moi vous en présenter un aussi. Une réfutation liée à l'économie. Le gouvernement dit que tout ce qui est non essentiel, ça ne rentrera pas au pays. Monsieur le Président, le tourisme au Canada, c'est un moteur clé. C'est 6,3 du PIB en contribution totale en 2017, selon le WTTC. Avec une baisse du tourisme à cause de la mesure du gouvernement, eh bien, on verra une baisse de revenus. C'est donc dire, Monsieur le Président, il n'y en aura pas de retour économique. Aujourd'hui, l'opposition est très fière de s'opposer à ce projet de loi qui n'aura aucun résultat et qui ne servira à rien. Merci. Je vous remercie. Je cède maintenant la parole au premier porte-parole du gouvernement.
Thank you, Mr. Speaker. Today, we'll be talking about a brief refutation in terms of the arguments that have been laid out by side opposition, followed by a rebuilding of particularly the economic argument that was laid out. So right off the bat, side opposition has mentioned a variety of nonsensical things. For one, we have to realize that this is actually not unconstitutional. It doesn't violate the Canadian Charter in any way because as the Supreme Court of Canada determined in 1985, it is only applicable to people who are on Canadian soil. So to be clear, as long as you haven't crossed the border physically, the Charter doesn't apply to you. Now, this only applies to foreigners and not to Canadians, of course. Now, the other aspect that side opposition mentioned is the economic detriment. But let me be clear that tourism is only 6.3% of our gross national product. And what about the other 94%? Clearly, it's an absolute minuscule amount in regards to our economic growth. Furthermore, they talk about how vaccination results can be faked, but this is absolutely a ridiculous notion because we have mandated strict preliminary requirements within our framing that indicate that this is actually very hard to fake indeed. Now, one thing that we want to mention is that it's important to believe that in word of mouth or to spread exaggerated, otherwise false information made by the media, for example, as to what side opposition is leading towards, this is clearly not true of any case whatsoever. Now we'll be focusing on the rebuilding aspect, especially in regards to the negative ramifications of limited lockdowns on the economy. So I want to mention and sort of zone in on as to what's happening in other countries. So countries such as Britain, France, Germany, the US have implemented restrictive measures and have suffered drastically. For example, Ireland said that 150,000 people could lose their jobs after a second potential lockdown, and this was estimated to be around $1.78 billion in economic costs. Furthermore, according to CBC, when we zone in on specifically Canada, the record decline in output over the last quarter in regards to the lockdown implementation was probably the worst over 6 decades of comparable data. Furthermore, CBC mentioned that Canadian business investment fell around 16.2%, where StatsCan also indicated that employee compensation fell by 8.9%. Overall, it was affecting numerous stakeholders within our Canadian economy, and clearly side opposition has no regard to the well-being of our fellow Canadians. It's quite deplorable. Furthermore, in regards to our economic detriment, we've seen that StatsCan posted the steepest decline on record in the second quarter as the COVID-19 pandemic forced the closure of non-essential businesses in regards to the economy. So in order to summarize, we talked about how we refuted some of the arguments that were laid out by side opposition, especially in regards to the economy as well as faking the results. And followed by that, we rebuilt the economic argument in regards to the negative ramifications of lockdowns in a variety of countries. And with that being said, we are proud to propose this motion. Thank you very much, Mr. Speaker. Merci. Je cède maintenant la parole au premier porte-parole de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, laissez-moi adresser une question à nos chers membres du gouvernement. Vous avez dit que uniquement les Canadiens devront se faire vacciner pour rentrer. Mais quand vous parlez des Canadiens, est-ce que vous parlez des citoyens, des résidents permanents ou des résidents temporaires? Monsieur le Président, le débat aujourd'hui me touche personnellement. Ce n'est un secret pour personne, vous l'avez sans doute entendu à ma voix. Je suis français, l'accent ne trompe pas. Je suis un immigré français qui est fier de vivre au Canada et de participer à la vie du pays qui m'accueille. Mais aujourd'hui, la proposition du gouvernement me pénalise, me remplit d'émotions et m'attriste profondément. Vous l'avez déjà entendu, et notre chef de l'opposition l'a répété, vous l'avez entendu, le vaccin contre le Covid est déconseillé aux personnes ayant des antécédents allergiques et disposant d'un épipène. Cela est mon cas, Monsieur le Président. Je ne peux me faire vacciner et cela ne se voit pas. Monsieur le Président, lundi, je m'envole. Je m'envole vers la France prendre soin de ma mère, gravement malade depuis maintenant plusieurs mois. Ce qui se passe ici, c'est que le gouvernement nous abandonne. Il abandonne les exceptions. Le gouvernement me demande de faire un choix. Le gouvernement me demande de partir sans revenir ou de devoir rester impuissant de l'autre côté de l'océan. J'ai conscience que je suis une exception, mais pas la seule.
Maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions quant à l'opérationnalisation de ce projet. Car oui, il n'y en a pas eu. On a vaguement entendu un échéancier à août 2021, mais aucune réelle précision. Le gouvernement mélange cause et fait et propose très sincèrement un échéancier irréalisable connaissant les retards de la vaccination qui a été prise, Monsieur le Président. Tout d'abord, le gouvernement exige-t-il que les voyageurs aient reçu 2 doses du vaccin, car certains le demandent? Et si un voyageur a obtenu seulement 1 dose, est-il aussi accepté? Monsieur le Président, comment les Canadiens vont-ils obtenir le vaccin? Est-ce que les voyageurs prendront la place des personnes qui en ont réellement besoin, les personnes fragiles? La question est donc comment doit-on prioriser l'ordre de vaccination? De plus, août 2021, Monsieur le Président, soyons réalistes, cela est impossible. De plus, qui s'occupera réellement de vérifier la véracité des vaccins qui ont été mis en place? Car oui, il existe plusieurs vaccins, mais si un pays le valide et que le Canada ne le valide pas, comment ferons-nous? Monsieur le Président, aujourd'hui, je suis fier pour toutes les raisons que nous, membres de l'opposition, avons avancées, de m'opposer à la motion présentée par le gouvernement. Merci. Sur ce, je donne la parole au deuxième porte-parole du gouvernement. Thank you very much, Mr. Speaker. Today, I'm going to be talking first about some refutation, followed by some rebuilding, and then summarizing what I've said. Now, Mr. Speaker, first of all, if the member opposite was really listening to this debate, or at the start, instead of zoning out, this member would have heard that anyone in this case, according to the framing, means any foreigners and non-permanent residents of Canada on non-essential travel, unless a medical doctor gives you an exemption for health reasons. Our framing explicitly exempts people with health reasons. Therefore, their argument does not stand, Mr. Speaker. Also, Mr. Speaker, side opposition earlier mentioned the 2 cases of allergic reactions that led the regulator to issue a warning with a significant history of allergic reactions, but they didn't mention what their source is. And we'd like to refute this because according to a study done by McGill University, in the trial itself for that very experience, 137 people who got the vaccine reported an allergy type reaction versus 111 in the placebo group. These numbers are small compared to all trial participants, which is little more than 0.5%. So it's unclear at this point how meaningful this is, or if it's even statistically significant, Mr. Speaker. Now, also, most current studies, Mr. Speaker, indicate that vaccination should launch in phase 3 for Canada to the general public by the end of July. Our motion is, our framing explicitly states that this will start in August, which is more than enough time in terms of buffer room, Mr. Speaker. And also, Mr. Speaker, we said clearly that no one will have to make a choice because our framing explicitly exempts people with health reasons, Mr. Speaker. Now let me move on to rebuilding some of the arguments that we made earlier, Mr. Speaker. As my colleague mentioned earlier, for the second argument, the social argument, our healthcare system was running over 100% capacity in 2019, Mr. Speaker, before the pandemic started. And the fact of the matter is that, Mr. Speaker, the first cases of COVID-19 in Canada were linked to travel, which then caused community transmission. And we've seen that there are new variants of COVID in countries like the UK and South Africa that are up to 70% more transmissible, Mr. Speaker. We cannot afford a potential collapse of our healthcare system and leave more Canadians and immigrants to potentially die of the virus just some short months before a vaccine is widely available for everybody. And Mr. Speaker, let me now rebuild the first argument, the political moral agreement. Mr. Speaker, we've said that Canada is a strong developed country that needs to take a stand by showing that these vaccinations actually work and by showing that travel bans are actually effective. Mr. Speaker, in February of 2020, after countries banned travel from Wuhan in China, this reduced the potential of them getting the virus for 77% for the first few weeks, Mr. Speaker. It bought them a few weeks. And Mr. Speaker, we don't want to run this risk because there are so many lives in play. And if governments, Mr. Speaker, all over the world see Canada's approach and they see that vaccines will help citizens, it will heighten support among their citizens, and it will ensure that they also follow and that they contribute
to a world where there's no more COVID that's transmitting and killing so many people, Mr. Speaker. This is so essential that Canada is a leader and shows a political example, and that shows that vaccines work for everybody, even to the most skeptical people, Mr. Speaker. Now, Mr. Speaker, let me summarize what we just said. Mr. Speaker, first of all, we talked about the member opposite's argument. The member opposite said that he would be unable to travel, but the fact of the matter is that there are exemptions, as stated by our framing, that the allergic reactions in these studies were actually not significant enough to be statistically significant, and we've given ourselves a big buffer zone of more than 6 months, Mr. Speaker, to implement this. Then we rebuilt our arguments, and we said that we cannot afford a collapse of our healthcare system. And we said that we rebuilt our first argument by saying that a developed country like Canada needs to take a stand so the whole world takes smart approaches towards COVID and ensures that this virus becomes history, Mr. Speaker. And that is why we are so proud to propose. Thank you very much. Sur ce, je donne la parole au deuxième porte-parole de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Il est temps aujourd'hui pour le gouvernement d'enlever ses lunettes roses. Lunettes qui lui font faussement voir que leur motion va enfin régler la pandémie du coronavirus. Le gouvernement nous a fait une liste interminable d'exceptions. Au final, ils finiront par obliger la vaccination à personne. Alors, quoi bon faire une motion? Je vais réfuter les 3 arguments du gouvernement, soit l'argument de morale politique, l'argument social et finalement l'argument économique. Donc, premièrement, pour ce qui est de l'argument de morale politique, le premier ministre nous a dit qu'il était important d'éviter la désinformation. Monsieur le Président, il va falloir m'expliquer comment une telle motion va enrayer la désinformation de la population. Ça n'a aucun lien de cause à effet. Comment est-ce que obliger la vaccination est une façon de lutter contre la désinformation et comment obliger la vaccination? Et dans le fond, comment lutter contre la désinformation, c'est que d'essayer d'obliger les gens à se vacciner. De plus, le premier ministre a mentionné que le Canada voulait montrer l'exemple, qu'il voulait démontrer qu'il était un leader global. Il faudrait descendre de ces grands chevaux, je crois, aujourd'hui. Parce que c'est complètement faux de penser que le Canada a une si grande influence à travers le monde. Le Canada gère son pays, il ne gère pas les pays des autres. En deuxième lieu, pour ce qui est de l'argument social. Monsieur le Président, que fait-on des Canadiens qui voyagent et qui reviennent au pays? Le gouvernement semble penser que ces Canadiens n'ont aucune chance d'attraper le coronavirus, que ces Canadiens sont complètement immunisés simplement car ils ont la citoyenneté canadienne. Et aussi, pourquoi le gouvernement n'applique pas la régulation pour les voyages essentiels aussi? C'est quoi? Les voyageurs essentiels aussi sont complètement immunisés de la COVID? Encore une fois, aucun lien. Le gouvernement nous a aussi parlé de pression sur le système de santé, que ça va empêcher de l'espace pour les gens qui ont d'autres maladies. Ça, Monsieur le Président, c'est un argument contre la COVID. Hein. Ce n'est pas un argument pour la motion, car au final, cette motion-là ne va absolument rien donner. Mon chef de l'opposition a bien démontré qu'au final, ce vaccin est inefficace pour la transmission, puisque les gens qui sont vaccinés peuvent quand même être porteurs du virus, et c'est encore plus trompeur, car ils n'auront pas de symptômes, et donc, ils vont avoir un faux sentiment de sécurité. Moi, je peux faire ce que je veux, je n'ai pas la COVID, je suis vaccinée, et au final, aggraver la situation encore plus. Pour ce qui est du troisième argument, soit l'argument économique, encore une fois, Monsieur le Président, c'est plutôt un argument contre la COVID et non un argument pour la vaccination obligatoire des voyageurs qui veulent rentrer sur le territoire canadien. Finalement, aujourd'hui, le gouvernement ne nous a montré en aucun cas que cette motion va permettre d'avantager le Canada au niveau de la lutte contre la pandémie. Tout ce qu'ils nous ont dit aujourd'hui, c'est le COVID, c'est pas bon, et le COVID, il faut enlever ça car c'est mauvais pour l'économie et c'est mauvais pour la santé. Monsieur le Président, on est tous d'accord là-dessus. Le débat n'est pas là-dessus. Le débat n'est pas est-ce que la COVID, il faut la combattre ou non. Pas du tout. Le débat aujourd'hui, c'est sur la motion qui est proposée. Et mon chef de l'opposition a très bien démontré avec nos 3 arguments, soit l'argument d'infaisabilité, d'inefficacité et l'argument qu'il s'agit d'une motion anticonstitutionnelle, que, en effet,
l'opposition a toutes les raisons possibles de se présenter contre cette motion et que ce n'est complètement pas à l'avantage du Canada que de passer cette régulation. Merci, M. le Président. Merci. Maintenant, pour conclure, je vais laisser la parole au Premier ministre. Thank you, Mr. Speaker. Now, a lot has been said on both sides of the aisle today, so I just want to go ahead and make this really simple for you. I'm going to boil all of this down into one question. So, Mr. Speaker, I think this can all be seen in the question: should we be proactive or reactive in regards to the coronavirus? On side government, we have clearly chosen to be proactive with this motion, whereas on side opposition, they have decided to stay in the camp of being reactive. And here is why we have shown that this motion must clearly go through, why we have shown that being proactive is the right way to go. So on side opposition, they start by talking about the fact that this is an ineffective motion. They remain set in this reactive mindset by taking a look at community transmission. Of course, Mr. Speaker, community transmission does exist. However, incoming cases are also an issue. We evidently cannot eradicate a pandemic in one fell swoop. But this does not discount the importance of this motion. Saying that a motion can make a difference does not include rose-colored glasses. It only means we are realistic in the fact that we are taking incremental steps. So we are going in the right direction with this motion, Mr. Speaker. Then afterwards, opposition tries to say that this is actually unfeasible. But opposition discounts proof that includes photography matching, official medical records, and official documents. So all of these steps together are more than enough when combined, Mr. Speaker. This will make it feasible. And then we on side government actually showed you, and this is where I believe that side opposition is missing the point. We first showed you that we are standing on the side of science. We have shown you that vaccination will help in curbing this pandemic. And we've shown you through our framing that we are going to be able to stop or minimize at the very least the incoming coronavirus from the outside of the country, right? So by being able to minimize this incoming flux, then that is where our second and third arguments have all their weight, because we see that we're actually going to diminish, we're going to better our situation within this pandemic. And this is where our second and third argument come in, Mr. Speaker, because we actually showed you with sources, with facts, with science, that this is going to safeguard national health. And Mr. Speaker, side opposition obviously was conveniently unable to actually discount our second and third arguments. They were unable to show that this actually will not benefit national health. And then we also talked about our third argument, which is that there are negative economic ramifications for all the Canadian parties involved. And that's really what another part of why we're so proud to propose, which again was not really contended with by side opposition. Their third point, actually, Mr. Speaker, that this is unconstitutional, was completely torn apart, because for this, the Supreme Court of Canada is on our side. They failed to notice the charter only applies to people physically inside our borders. Therefore, since this motion targets foreigners who have not yet crossed the border, this argument is moot, and they did not address this rebuttal. Thank you, Mr. Speaker. We're so proud to propose. Merci, Monsieur le Premier ministre. Maintenant, je donne la parole au chef de l'opposition pour conclure. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, l'opposition, c'est pas qu'on est réactif, c'est pas qu'on est réaliste, Monsieur le Président. On est réaliste, pourquoi? Parce que la mesure que nous a présentée le gouvernement, elle est tout simplement inefficace, elle n'amènera pas à rien. Aujourd'hui, là, rapidement, le premier ministre nous accuse de ne pas avoir réfuté l'argument 2 et 3. Franchement, Monsieur le Président, on le fait. Et en plus, ce sont deux arguments anti-COVID. Aujourd'hui, on a eu un gouvernement qui s'est opposé à la pandémie du coronavirus. Et de l'autre, vous avez eu une opposition qui s'est concentrée sur la motion et qui vous a clairement démontré que la mesure d'exiger une preuve de vaccination, ça n'allait pas arriver au bienfait que proclame le gouvernement. Aujourd'hui, là, pour citer le gouvernement, on dit qu'on va « take a stand ». Mais aujourd'hui, là, tout ce qu'on dit, Monsieur le Président, c'est pas dans ma cour.
Pourquoi? Parce qu'on n'exige pas que les Canadiens soient vaccinés pour prendre l'avion et on laisse une panoplie d'exceptions. Au final, M. le Président, là, on va se faire rire de nous. Pourquoi? Parce que le gouvernement proclame qu'il montre l'exemple, mais qu'il n'est même pas capable de faire ça à sa propre population, M. le Président. On ne dit pas dans ma cour, on dit les autres, et on dit qu'on va changer le monde. Franchement, M. le Président, on dirait que le gouvernement là, se croit pour quelqu'un de paternaliste, puis il n'est même pas capable de le faire à sa propre population. Monsieur le Président, on vous a clairement démontré que c'était inefficace. Pourquoi? Parce que les gens qui vont arriver ici, là, les quelques faibles personnes qui amèneraient le coronavirus, même s'ils sont vaccinés, ils peuvent le transmettre. C'est donc dire qu'on exige la preuve ou non, on ne va pas faire disparaître la pandémie. Et tout ce que le gouvernement nous annonce aujourd'hui, c'est comme quoi cette mesure va faire disparaître le virus d'un jour à l'autre. C'est insensé, M. le Président, et c'est très malheureux que le gouvernement pense qu'avec cette mesure et ses 18 exceptions, des exceptions d'ailleurs, j'aimerais le souligner, M. le Président, là, que le premier ministre est venu rajouter à sa dernière intervention en rajoutant des informations qu'il allait exiger. Hein, pour vouloir réfuter l'infaisabilité, on s'est mis à dire qu'on va exiger tel papier, un record médical. Et oui, M. le Président, mais comment est-ce qu'on va faire pour contrôler ça à la frontière? Encore une fois, là, on est en train d'écrire ça sur un coin de table. On dit que ce n'est pas anticonstitutionnel, mais clairement, là, si on regarde la Charte des droits et libertés humains là, que le Canada défend à l'international fermement, on n'est même pas capable de respecter ça ici. Monsieur le Président, encore une fois, le gouvernement va faire en sorte que le Canada va se faire rire de lui sur la scène internationale. Aujourd'hui, Monsieur le Président, pour vous résumer le débat, on a un gouvernement qui nous a présenté les conséquences de la pandémie. Ils affirment qu'avec leurs mesures, ils vont y mettre fin. Mais Monsieur le Président, les conséquences de la pandémie ne vont pas disparaître à exiger une preuve de vaccination aux 18 exceptions à la frontière des gens qui ne sont pas canadiens, qui viennent pour des voyages essentiels. Franchement, c'est malheureux parce qu'aujourd'hui, le gouvernement avait l'occasion d'aller de l'avant et tenter de mettre fin à la pandémie. Mais avec toutes ces exceptions, le gouvernement s'est joué contre lui-même. Heureusement, l'opposition a présenté les incohérences et fait en sorte que le Canada ne s'enfoncera pas dans ce mur, Monsieur le Président, que le gouvernement nous amène droit devant. Merci. Merci aux deux équipes. C'est ce qui met fin au débat et à l'ensemble des rondes. Merci. Vous pouvez quitter la salle. Merci.